Hop, parfait. Normalement, ça a fonctionné. Donc, on va commencer par moi. Donc, je vous l'ai dit, je suis Émilie Legal, donc je suis la responsable des actions RSE et développement durable au sein de l'ARP. J'ai effectivement la charge de développer et structurer notre politique RSE tant en interne que sur le développement de nos actions en externe. Donc, j'étais juriste conseil à l'ARP jusqu'en 2021 et j'ai pris ces fonctions euh, oui, depuis 2021. Donc, la politique RSE de l'ARP s'organise autour de 4 ambitions. Donc, être un acteur responsable au sein de l'interprofession publicitaire, je pense que vous vous doutez bien que notre mission étant d'utilité publique, hein, presque ancrée au sein de notre génétique, tant de protection des consommateurs que de liberté de création de l'interprofession publicitaire. On a un fort devoir d'exemplarité quant à nos missions et donc par essence RSE, RSO, œuvrer en faveur de la pédagogie des règles, donc en formant les professionnels de l'interprofession publicitaire que les étudiants et donc les professionnels de demain hein, sur cette acculturation aux règles tant légales que déontologiques, être un acteur engagé de la société. Donc, bien sûr, on travaille fortement à l'optimisation de notre empreinte environnementale en interne, mais aussi à l'optimisation de notre empreinte sociétale. Et je termine par cela juste pour développer mon propos. Mais bien sûr, tout est au même niveau d'importance pour nous, mais d'accompagner la profession au service d'une communication responsable. Donc, ça va passer bien sûr par le développement d'outils destinés à protéger les consommateurs et lutter notamment contre le greenwashing, toute forme de stéréotypes, etc. Mais aussi d'être un facilitateur de bonnes pratiques et c'est pourquoi on se retrouve ce matin. Parce qu'on s'est donné vraiment comme mission d'être une sorte de boîte à outils humaine, on va dire ça comme ça, pour vous donner voilà, ces bons outils, ces bons interlocuteurs pour vous donner envie de rejoindre, parce que comme vous le savez, les sujets RSE, RSO sont des choses qui ne fonctionnent que si c'est une démarche collective, main dans la main, et c'est pour ça qu'on souhaitait monter ce webinaire ensemble, Sophie et moi, et vous donner ces bons interlocuteurs ensemble. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve pour parler du Pacte mondial et de l'AFNOR qui sont pour nous des vrais socles de structuration et de formalisation de nos démarches RSE respectives. Voilà, je vais y arriver. Donc, la politique RSE de l'ARP, elle s'est structurée, on en viendra bien sûr autour du Pacte mondial de l'ONU, Réseau France et de l'AFNOR certification. Et dans les premières choses qu'on a faites pour structurer cette politique RSE, on a fait notre fameuse matrice de double matérialité, que certains et certaines doivent très bien connaître, et pareil, qui doivent créer certaines petites cieux nocturnes, on va dire ça comme ça. Voilà, nous, pour parler un langage commun avec nos adhérents, parce qu'on n'est pas concerné par l'application de la CSRD, on a pourtant décidé de se mettre en conformité au maximum avec elle et à faire cet exercice de double matérialité. Et vous voyez, j'espère, parce que je vois l'aspect un peu dégradé versus Teams, nouvelle formule, mais on a cette mission de régulation, la transparence et l'éthique dans nos enjeux cruciaux. Et pour répondre à nos différents enjeux de double matérialité, eh bien, voilà, structurer cette politique RSE et répondre à nos enjeux, ça a été assez évident lorsque j'ai décidé de monter le pôle RSE au sein de l'ARP en 2021, de me reposer sur de l'existant. La RSE à l'ARP, elle est portée par moi directement en lien avec la direction générale. Donc, parce que vous savez qu'on est une petite structure, donc tout créer, ça repose sur quelques personnes. Euh, et quand on est encore plus seul, c'est encore mieux d'être soutenu par des organisations et des démarches existantes qui sont très bien structurées. Et pour nous, enfin pour moi, pour nous, c'était assez naturel de se reposer sur le Pacte mondial Réseau France qu'on a rejoint du coup depuis octobre 2022 pour le Pacte mondial
et je me suis inscrite directement dans la démarche de labellisation engagée RSE, qui pour moi me semblait être le label le plus crédible et le plus structurant pour le développement de la démarche. Alors, je vais être totalement transparente. On s'est inscrit, comment dire, on a rejoint le Pacte mondial et on s'est inscrit à la labellisation en même temps. Pourtant, vous voyez qu'il y a quand même presque un an d'écart entre les deux. Parce que j'ai repoussé de 2 fois la labellisation. Je ne sais pas si je l'avais dit à Olivier, mais il le découvre comme ça, c'est pas mal. Parce que plus les travaux avançaient avec le Pacte mondial et avec comment dire, comment dire, l'acculturation au référentiel ISO 26000, plus je voyais que j'avais beaucoup à faire et qu'il valait mieux repousser l'audit de labellisation. Donc, c'est aussi à ça que ça sert, c'est à nous challenger et à faire progresser la démarche, quel que soit le niveau où on est actuellement. Alors, l'idée aussi pour nous ce matin, c'est de vous expliquer un peu comment nous, ça a fonctionné dans nos différentes structures. Nous, au sein de l'ARP, j'ai très vite vu qu'il y avait beaucoup de synergie entre les deux démarches et que pour remplir les différentes exigences du référentiel ISO 26000, qui va être sur l'ensemble des piliers du développement durable, et bien, on avait des outils formidables au sein du Pacte mondial qui me permettaient de remplir les obligations. Voilà. Donc, on a participé à différents process d'ateliers, enfin, pour différents ateliers, notamment avec Émile, hein, qui maintenant fait partie aussi de notre comité des parties prenantes externes. Donc, j'ai participé par exemple à l'atelier, à l'accélérateur PME, dont Émile vous parlera beaucoup plus précisément que moi. Mais on a aussi, par exemple, pour remplir la brique ancrage territorial, on participe régulièrement aux réunions du cercle francilien, puisqu'il y a des antennes aussi sur ça au niveau régional. On fait des programmes de formation, ils ont une académie. Donc, on a participé à différents programmes de formation délivrés par le Pacte mondial pour faire progresser notre démarche. Je reviendrai sur cette slide-là après. On a participé notamment sur un des plus structurants, parce que je pense qu'on l'a suivi pendant 6 mois, on a participé à l'accélérateur SDG Ambition. Donc, sur notre niveau de, comment dire, de progression sur le fait d'atteindre les 17 ODD que vous connaissez très bien également. Et nous, on a décidé, parce que notre double matrice de matérialité et parce que notre rôle est quand même très particulier au sein de l'ARP, de nous concentrer sur l'ODD numéro 16, paix, justice, institution efficace, donc, et de travailler sur notre politique d'anticorruption, tant interne que externe. Non pas parce que on avait un sujet, rassurez-vous, mais parce qu'on avait souhaité justement se re-questionner sur nos sur nos différents process. Donc, on est allé au bout de la procédure, tant en nous fondant sur les guides de l'Agence française anticorruption et en faisant des interviews par process métier de risque de corruption en la matière. J'accepte des personnes, excusez-moi. Et ce programme nous a permis en fait de faire une cartographie des risques de corruption par process métier et donc du coup aussi d'acculturer l'ensemble des équipes sur ces domaines, de formaliser notre charte éthique qui, à l'issue d'ailleurs de ce webinaire, vous sera transmis aussi pour validation, puisqu'on fait progresser la démarche et on veut travailler avec des personnes qui s'inscrivent dans les mêmes valeurs et dans les mêmes, voilà, dans les mêmes obligations éthiques et morales que nous, bien sûr. On a mis en place un outil de signalement tant sur les enjeux d'anticorruption, mais même plus vaste de harcèlement moral, sexuel, physique, etc., qui s'appelle NotMe. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit en introduction, mais si vous avez des questions aussi sur les outils qu'on met en place, qui sont en libre accès, d'ailleurs sur tout ce qu'on met en place sur notre site arpp.org, l'onglet RSE, où vous voyez exactement ce qu'on fait par année sur tous les sujets environnementaux et sociétaux. Et on a également fait des sessions de formation délivrées directement par l'Agence française anticorruption, contact qui nous a été donné par Émile. Donc la boucle est bouclée parce que en contribuant et en travaillant sur notre ODD 16, on arrive à
remplir nos exigences au niveau du référentiel sur la partie gouvernance de l'AFNOR certification et de faire progresser notre démarche. L'AFNOR certification, et là, c'est Olivier qui, bien sûr, en parlera aussi beaucoup mieux que moi, délivre un rapport qui est vraiment, je trouve, exemplaire parce comment dire, ils font un rapport à date de ce qui est fait actuellement par la structure sur tous les enjeux de l'ISO 26000 et les démarches de progression, et ça, ce qui nous permet de construire une feuille de route pour les prochains audits. Euh, pour les prochains audits. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on a notre audit de suivi le 15 janvier. Et donc, c'est bientôt. C'est bientôt. Et effectivement, le rapport d'audit de notre auditrice sur la labellisation constitue vraiment une feuille de route admirable, je pense, sur les choses qu'on doit améliorer. Ça nous permet aussi, ce rapport, d'avoir à date un niveau de contribution aux différents ODD. Donc, du coup, ce qui n'est pas rien et qui nous permet aussi de voir là où on a des démarches de progrès à faire. Par exemple, comme je suis totalement transparente, par exemple, sur notre ODD 14, donc on voit qu'on est à peu près à moitié sur un peu tout. Donc ça, c'était en juillet 2023. J'espère que ce sera beaucoup mieux en janvier 2025. Mais voilà, donc ça vous permet aussi de créer une feuille de route. Et on parlait de la CSRD. Dès lors que vous avez des enjeux cruciaux matérialisés, des enjeux matériels importants avec des démarches, comment dire, un souci de transparence sur ces différents enjeux obligatoires, rendus obligatoires par la CSRD, ces deux démarches, et je pense que là aussi, Sophie, Émile et Olivier pourront aussi vous l'affirmer et compléter ce que je dis amplement, s'inscrire dans les deux démarches complémentaires qui vont vous donner de quoi structurer vos démarches, des aides, des retours aussi sur ce que vous êtes en train de faire, vous aidera aussi à apporter beaucoup plus de transparence sur un rapport de durabilité qui est hyper exigeant. Voilà, donc je laisse mes camarades compléter cette partie-là. J'essaye d'être concise parce que 1 heure et demie, ça va passer vite. Voilà, sachez que vous avez enfin, on a fait un rapport de durabilité, enfin, on a fait notre communication sur l'engagement, puisqu'en tant que membre, même si on ne le dit pas comme ça, du Pacte mondial des Nations Unies, on a pour obligation de communiquer aussi de manière transparente sur nos engagements en matière de RSE tous les 2 ans. Le premier a été réalisé là, a été publié le 25 octobre. Il est disponible sur notre site, il est disponible également sur le site du Pacte mondial de l'ONU. Et vous y voyez en fait un développement de nos actions par ODD. Si ça peut vous aider, si je peux vous aider, si vous avez des questions sur le sujet, je sais que certains d'entre vous se posent la question de rejoindre les deux démarches. Voilà, allez-y. On sera très content de vous aider. Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on est amplement disponible. Je passe la parole à Sophie. Je te passe les slides quand tu veux, Sophie. Là, Ok, tu me fais des signes, c'est pas ça. ça Merci beaucoup. marche. Merci beaucoup, Émilie. Et je pense qu'on va effectivement voir aussi un peu comment on avance finalement en miroir, parce que bah, on est deux associations de l'interprofession de la communication. Donc on a beaucoup d'enjeux communs, beaucoup de liens. Et effectivement, moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était peut-être un peu plus la démarche, comment c'est né la RSE à l'Union des marques et comment ça a pu évoluer dans le temps. Juste très très rapidement vous redire qu'on est donc association, ce qui me permet aussi de répondre directement à la question de pourquoi le label engagé RSE et pas Bicorp, qu'on m'a dû me poser 1 milliard de fois.
Bicorp ne labellise pas les associations. Déjà, ça c'est un premier point. C'est binaire, c'est comme ça. Et puis moi, je trouvais très très intéressante aussi de vraiment s'appuyer sur l'ISO 26000. Je trouvais que ça faisait complètement sens avec nous aussi. Donc, l'Union des marques, on a deux missions, représenter et défendre les intérêts des marques, accompagner les équipes marketing, communication, juridique dans leur transformation durable et dans leur transformation digitale. On représente 250 entreprises. Et c'est vrai que si on se dit que notre raison d'être, c'est d'être unis pour construire des marques durables, il est assez logique que l'on s'applique ce que l'on préconise. C'est vraiment une question de cohérence, même au-delà de l'exemplarité, c'est tout simplement déjà une question de cohérence et de sens pour nous. Donc, en fait, la structuration de la RSE de l'Union des marques, je suis retournée dans les archives parce que moi, je suis arrivée à l'Union des marques en 2021, donc ce voyage a débuté bien avant moi. Ça a commencé en 2004. Ça a commencé en 2004 avec tout un certain nombre d'éléments. Je pense qu'on peut. Ah. Et l'adhésion au pacte mondial. Pourquoi cette adhésion au pacte mondial? Ça a été 2004, c'était les premières chartes également que l'Union des marques mettait en place avec les annonceurs, parce qu'à l'époque on s'appelait l'Union des annonceurs, et donc il y avait des chartes de communication responsable qui commençaient à être déployées auprès des annonceurs d'Union des marques. Et donc forcément, en interne, on a commencé à se poser des questions et à se dire, il faut nous-mêmes nous structurer. Et cette structuration, elle a commencé par l'adhésion au pacte mondial qui a permis de comprendre les impacts de l'union des marques, de comprendre, je vais y revenir, à quels enjeux et à quels objectifs de développement durable l'union des marques pouvait contribuer, ou en tout cas contribuer de façon plus majeure, et commencer aussi à mettre en place des actions plus concrètes, à la fois vis-à-vis de l'interne. Alors au départ, on était beaucoup sur le volet social, ça c'est des choses aussi qui ont évolué. Et on va parler de choses très très concrètes sur le bien-être des collaborateurs, de prise en charge de pass Navigo, enfin à l'époque de carte Orange, je ne sais plus quand ça a changé. Mais voilà, de prise en charge de moyens de transport, sur la mutuelle, enfin voilà, on était plus sur tous ces aspects-là. Et puis après, pour l'externe, avec des chartes, des créations de programmes qui se sont mises en place petit à petit pour les membres. Mais ça, c'était vraiment, vraiment les prémices. Et ça nous a vraiment permis de commencer à regarder. Donc, évidemment, je vais pas détailler les principes du pacte mondial. Émile fera ça bien mieux que moi. Mais juste vous dire que ça nous a permis, nous, de réfléchir et de nous poser pour se dire, OK, l'union des marques, en fonction de qui nous sommes, voilà les objectifs de développement durable sur lesquels nous pouvons agir le plus. En l'occurrence, l'éducation de qualité, éducation vis-à-vis de nos membres, l'égalité entre les sexes, ça c'est toute la partie à la fois interne, mais aussi externe, dans nos événements, dans nos prises de parole, mais aussi dans tout ce que l'on peut pousser en termes de lutte contre les stéréotypes. Travail décent, croissance économique, inégalité réduite. Là, on va parler aussi de tous les sujets d'inclusion, diversité, consommation et production responsable. Ça, je pense que c'est peut-être le plus évident quand on pense à nous. Et puis, tout ce qui était mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, même si on savait à l'époque qu'il fallait s'en occuper, mais c'était encore très, très embryonnaire. Et puis, partenariat pour la réalisation des objectifs avec toutes les questions liées à comment on peut fédérer notre écosystème. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis, petit à petit, tout cela a évolué, a maturé. Et en 2019, il y a eu une redéfinition de ce qu'était l'Union des annonceurs qui s'est transformée, qui a évolué en Union des marques. Et l'idée a été vraiment de retravailler qu'est-ce que l'union des marques et quelle valeur elle peut apporter aux marques aujourd'hui. Et donc, ça nous a amené à la définition de cette raison d'être, unie pour construire des marques durables, avec ce double sens qui ne vous aura pas échappé sur le mot durable, qui est à la fois la pérennité des marques, mais aussi la durabilité, et avec vraiment ce point posé très fortement dans notre stratégie
de se dire une marque pérenne, elle ne peut que être responsable, durable au sens RSE du terme. On ne pense pas qu'il y aura des marques qui pourront survivre dans le temps si elles ne prennent pas en compte les grands enjeux actuels et ce grand enjeu qui est la transformation durable. Donc ça, c'est un principe qui a vraiment été posé en 2019 et qui a conduit à tout un tas de développements d'offres, d'accompagnement vis-à-vis de nos membres pour avancer sur ces sujets. Et donc, ça a aussi conduit à une nouvelle phase qui est arrivée en 2021. Je vous fais vraiment tout le petit voyage. 2021-2023, on s'est dit, OK, c'est super, on fait plein de choses, mais on fait des choses pour nos membres. On est très tourné vis-à-vis de nos membres. On a développé le programme FAIR, on a développé les prix représentent, on a développé des partenariats comme MediaSmart, qui sont des kits d'éducation pour les enfants sur la communication. On a des partenariats sur la déconstruction des stéréotypes. C'est formidable, on fait beaucoup de choses pour les autres, mais et nous-mêmes, qu'est-ce que nous nous appliquons à nous-mêmes? Donc on a véritablement réfléchi à comment mieux structurer et développer aussi des actions pour nous. Donc ça a commencé par un point. Alors, c'est arrivé à ce moment-là. Nous n'aurions pas évidemment déménagé pour aller dans un endroit plus RSE, mais c'est parce que nous devions déménager que nous, dans un coworking, que nous avons choisi d'aller dans un coworking qui respectait un certain nombre de normes et qui était lui-même Bicorp et qui nous assurait effectivement d'être en phase avec ce que l'on recherchait en termes de RSE. Donc on a eu ce déménagement chez Morning. On s'est formé, sensibilisé, fait des fresques du climat, travaillé sur la sobriété numérique avec les équipes, organisé des journées de solidarité, travaillé sur un de nos impacts majeurs que sont les événements, en commençant à faire certifier nos événements et à réfléchir de quelle façon on pouvait avancer sur des événements plus responsables, réaliser également nos premiers bilans carbone, nous investir avec Publicis au sein de Working with Cancer. Donc voilà, on a commencé véritablement à mettre beaucoup de choses en place. Et comme vous le voyez, c'était très touffu, très joyeux, mais ça manquait encore de structuration. Et c'est là où on a véritablement décidé de rentrer dans une démarche beaucoup plus structurée, beaucoup plus formalisée, pour ne pas se perdre. Parce qu'en fait, on avait vraiment ce besoin de se dire, on a une démarche, on fait plein de choses, c'est bien, mais pour le coup, on est parfois, on n'est pas sûr que ce que l'on fait a de l'impact. Parfois, on peut oublier des choses qui, pour le coup, elles, auraient de l'impact parce qu'on va se concentrer sur quelque chose qui nous parle plus, nous plaît plus et qui n'est pas forcément ce qui est le plus important pour nous. Donc, on avait vraiment ces trois objectifs qui étaient de structurer et de consolider notre démarche, de la crédibiliser aussi vis-à-vis de nos parties prenantes, autant nos membres que les institutions, l'interprofession, les ONG, et puis bien sûr répondre aux nouvelles exigences de reporting de nos membres, notamment dans le cadre de la CSRD. C'est vrai que je sais que certains et certaines d'entre vous sont parmi nous ce matin, et c'est des questions qui nous sont de plus en plus posées. Et sur lesquelles on a besoin, et c'est tout à fait normal, de vous apporter des réponses structurées. Cette démarche, on l'a entamée à l'été 2023, donc grâce à Émilie, j'ai su qu'il ne fallait pas prévoir son audit dans les 6 mois. Merci. Ça m'a évité à moi de le repousser, parce qu'on l'avait prévu un an après. Et donc, on a vraiment, et ça, on ne pourra jamais insister assez, mais vraiment eu besoin de toute cette année pour mettre en place tous les éléments nécessaires. Donc aujourd'hui, toute cette démarche,
Elle est passée, donc on s'est fait accompagner par une consultante qui nous a aidé en fait à réaliser la fameuse matrice de notre cartographie des parties prenantes, notre matrice de matérialité et identifier nos piliers et notre feuille de route pour cette structuration. Donc, trois piliers. Le premier, c'est favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement et de nos collaborateurs. Donc ça, c'est plus tourné vers nous-mêmes. Deuxième pilier, accompagner nos membres dans leur transition sociale et écologique. Donc aussi, on avait parfois tendance à soit être pendant quelques années très sur le social, parfois très sur l'environnement. Donc ça nous a permis aussi de rééquilibrer ces engagements. Et puis dernier pilier, être un acteur responsable sur notre territoire et fédérer nos parties prenantes. Tout cela s'est structuré dans une feuille de route. Donc une feuille de route qui est à la fois simple, mais qui nous permet de nous engager. Donc agir pour réduire l'empreinte carbone de nos activités, sensibiliser nos collaborateurs et adhérents à une gestion raisonnée des ressources et assurer un environnement garantissant de bonnes conditions de travail et l'épanouissement de nos collaborateurs. Et si vous regardez à côté, on a des objectifs de développement durable qui ne sont pas ceux que j'avais affichés, ou en tout cas pas complètement ceux que j'avais affichés au départ. Le fait de rentrer dans cette démarche nous a aussi permis de nous rendre mieux compte aussi de certains impacts et de certains leviers que nous pouvions avoir dans d'autres ODD. Alors en l'occurrence, là on va parler de vie aquatique et vie terrestre. Ça, c'était des choses sur lesquelles on n'agissait pas, ou en tout cas on n'avait pas forcément de conscience de ce que l'on pouvait faire. Et également bonne santé et bien-être qu'on n'avait pas aussi complètement en conscience. Deuxième pilier, accompagner nos adhérents dans leur transition sociale et écologique avec promouvoir la communication et le marketing durable auprès de nos membres, les outiller, et notamment avec toute la question de comment on peut mesurer ces impacts sociaux et environnementaux pour la communication et le marketing durable, et maintenir un dialogue permanent afin de faire évoluer nos offres en cohérence avec les nouvelles attentes. C'est beaucoup de choses que l'on faisait déjà, mais qui sont en fait aujourd'hui beaucoup mieux rangées et beaucoup mieux structurées. Et puis dernier pilier, on va être là sur garantir une conduite éthique des affaires et sensibiliser nos équipes et adhérents sur des pratiques loyales, éthiques et responsables. Alors comme le précisait Émilie, pas de panique, hein, on le faisait, mais ça permet de se le remettre de façon beaucoup plus forte. Et ça nous a amené d'ailleurs à revoir notre politique de concurrence, à nous faire accompagner pour la modifier, la réécrire, reformer toutes les équipes en interne et revoir nos processus. Donc ça, par exemple, voilà, c'est des choses très très concrètes que nous a amené ce travail. Fédérer, collaborer avec notre écosystème. Donc ça, c'est toujours continuer notre travail avec les parties prenantes. Et puis aussi faciliter l'accessibilité de la communication et du marketing durable. Là, ça va être tous les sujets que l'on peut avoir, à la fois de prise de parole dans des séminaires comme celui-ci, mais aussi avoir toute une réflexion sur la mise à disposition des outils. Qu'est-ce que sont des outils qui vont être disponibles uniquement pour nos membres et pour lesquels on va garder la valeur pour nos membres, et qu'est-ce qu'on va pouvoir partager et où est-ce qu'on va pouvoir contribuer pour mettre certaines ressources en open source, partager avec d'autres. Je pense notamment à des travaux qu'on a pu mener avec le C3D sur l'événementiel responsable. Voilà, comment on peut aussi amener de la connaissance à l'ensemble du marché. Donc cette feuille de route, quel résultat pour nous? Quel bilan on en tire 6 mois après la labellisation? Déjà maintenant, on a une démarche structurée, solide, partagée, mieux comprise en interne.
parce qu'on est une petite équipe, hein, on est 19, mais c'est vrai que souvent, même chez nous, la RSE, ça peut être vu comme les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui vont empêcher de manger des mini-burgers lors des événements, qui vont dire que, il faut pas qu'on imprime trop, qu'il faut faire des politiques zéro déchet. Bon, voilà, c'est pas forcément très positif. Et puis, c'est pas forcément par ces éléments-là que l'on veut communiquer et ça nous permet voilà, une meilleure prise en main en interne. Nous, ça nous a permis de monter un comité RSE interne avec la personne en charge de l'administratif et des ressources humaines, la personne en charge de la communication et du CRM, notre direction générale, la personne en charge des formations également. Et donc, ça nous a permis voilà, que chacun puisse prendre aussi en main la partie opérationnelle qui le concerne. Pour moi aussi, ce qui était hyper important, c'est la garantie de la pérennité de la démarche. Ça n'est pas que lié à la personne en charge de la RSE. Maintenant, c'est véritablement partagé dans les équipes et on est tous à la fois contributeurs, mais aussi on a une vraie responsabilité. Quand l'auditrice reviendra dans maintenant une petite année, on sera tous redevables devant elle de nos avancées et tous au même niveau. Donc, ça permet vraiment une prise en main par l'ensemble de les équipes. Trois exemples concrets pour nous. Je viens d'en parler, l'intégration de la dimension RSE à toutes les fonctions opérationnelles, la structuration et le renforcement des échanges avec nos parties prenantes, la cartographie, la création d'un comité de parties prenantes externes aussi, c'est quelque chose que l'on n'avait pas. On a maintenant un comité de parties prenantes externes qui se réunit deux fois par an et qui comporte vraiment des représentants de chacun de nos groupes de parties prenantes. Donc, représentants de l'interprofession, représentants de nos membres, représentants des ONG, Pacte mondial. On a vraiment voilà, une représentation diverse. Et ça, c'est très riche parce que c'est toujours un petit laboratoire intéressant pour savoir voilà, quand on présente des nouvelles idées, voir un petit peu comment elles sont reçues et puis se faire challenger avec beaucoup de bienveillance mais d'exigence aussi. Et puis une structuration des indicateurs RSE. Parce que comme je vous l'ai présenté, dans notre petit chemin, on faisait beaucoup de choses, mais on ne mesurait rien. Et ce qu'on ne mesure pas n'existe pas, ou en tout cas, voilà, est beaucoup plus flottant. Et aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est qu'on a réussi à créer des indicateurs qui sont suivis et qui sont intégrés dans notre scorecard stratégique. Donc au même niveau que la prospection, au même niveau que le chiffre d'affaires, maintenant on a aussi des engagements RSE et qui sont présentés de façon régulière à notre gouvernance. Donc notre gouvernance, c'est notre comité de direction, notre conseil d'administration. Et ça fait aussi partie, je crois, des éléments qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas fait tout ce chemin, à la fois avec le Pacte mondial et avec le label. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous présenter. Et comme Émilie, bien sûr, à disposition pour toute question, tout échange, avec plaisir pour partager plus de détails si besoin. Merci Sophie. On passe à toi, Émile, du coup, je pense que tout le monde sera très intéressé par la Oui, démarche du Pacte mondial. merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Sophie. C'est très intéressant, je trouve, de voir l'évolution de vos démarches et de voir justement comment des cadres volontaires comme le label engagé RSE, comme celui du Pacte mondial, ont permis aussi de vous aider à structurer, à vous accompagner au cours du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous présenter justement le Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Donc, Émile Ezedine, je suis en charge des PME, comme je vous le disais, et également des organisations professionnelles, et c'est pour ça que je suis ici aussi, je pense. Euh, et donc voilà, si vous voulez me contacter aussi, n'hésitez pas, il y a mon adresse email qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, vous allez voir, j'ai fait une présentation en entonnoir, je trouvais intéressant, je pense que c'est un public quand même assez averti présent aujourd'hui, mais je trouvais quand même intéressant de revenir aux bases et de définir ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises, des organisations d'ailleurs plus généralement. C'est une définition, il y en a plusieurs évidemment, mais qu'on a choisi et qu'on a sélectionné car elle est assez reconnue. Elle a été proposée par la Commission européenne en 2011, et donc la Commission européenne a défini la responsabilité sociétale des entreprises comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société.
C'est une définition qui a le mérite d'être claire, synthétique. Et en fait, l'idée générale, c'est de faire en sorte que l'entreprise ou l'organisation améliore son impact sur l'environnement et sur ses parties prenantes. On a parlé de parties prenantes juste avant. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait les individus ou les groupes d'individus dont les intérêts sont affectés par les décisions de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de parties prenantes. On va retrouver les salariés, les fournisseurs, les investisseurs, les riverains, les collectivités locales, les banques, les financeurs, etc. Et l'idée de la RSE, c'est de faire en sorte justement de prendre en compte les impacts que l'entreprise ou l'organisation peut avoir sur ses parties prenantes, de prendre en compte également les considérations et les avis et les envies de ces parties prenantes. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que les comités de parties prenantes qui ont été mis en place par les deux organisations présentes sont très pertinents. Petit point également, toujours dans cette logique d'entonnoir, sur les obligations de la RSE. Je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a encore quelques années, c'est pas si vieux en fait, ce cadre légal de la RSE. Il y a encore quelques années et dizaines d'années, la RSE, c'était d'abord et avant tout un engagement volontaire. Il y avait assez peu d'obligations en la matière. Les entreprises s'engageaient sur les sujets liés aux luttes contre la discrimination, sur les sujets liés à la lutte contre les déchets plastiques, les polluants, etc., de façon volontaire. Et ce qui est très intéressant de constater, notamment en France et en Europe également, c'est que de plus en plus, on constate justement des obligations et le renforcement d'un cadre légal sur le sujet. J'ai pris quelques exemples sur la frise chronologique pour vous expliciter ce propos. Il y en a plein d'autres de lois et d'obligations en la matière. Et voilà, quelques exemples pour vous montrer que justement en 2010, on a eu une loi, la loi Grenelle 2, qui oblige les entreprises à avoir un bilan de gaz à effet de serre. En 2014, on a eu la DPEF, je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce texte, qui obligeait les entreprises à publier des déclarations de performance extra-financière qui venaient justement expliquer les impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Et donc voilà, c'était surtout pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, et on verra que ça a évolué depuis 2024. En 2017, on a eu un texte très important, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui a été mis en place à la suite du drame du Rana Plaza, vous vous en souvenez peut-être, en 2013. C'était une usine textile au Bangladesh, à Dhaka, qui s'était effondrée, qui avait fait plus de 1100 morts, et dans les décombres, on avait retrouvé des étiquettes justement de grands donneurs d'ordre occidentaux qui avaient parfois minimisé ou parfois d'ailleurs tout à fait, comment dire, contredit la responsabilité qui était la leur en tant que donneur d'ordre. Et donc la législation française s'est renforcée avec ce texte pour justement faire prendre conscience aux très grandes entreprises, bon là c'est de plus de 5000 salariés, leur obligation, leur responsabilité à mettre en place et à publier un plan de vigilance qui vient justement identifier les risques sociaux en matière de droits de l'homme et de respect des conditions de travail et de l'environnement dans leur propre opération, mais également chez leurs sous-traitants et chez leurs fournisseurs. Donc, c'était un texte assez intéressant qui concerne les très grandes entreprises en France, mais qui, vous le savez peut-être, va être élargi au niveau européen. En 2024, on a une grande nouveauté également, c'est la CSRD. Donc, on en a déjà un peu parlé. Je pense que ça fait peut-être peur à certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Et en fait, c'est l'évolution plutôt logique d'ailleurs de la DPEF. La DPEF demandait aux entreprises de publier des déclarations de performance extra-financière. Le souci, c'est qu'elles n'étaient pas harmonisées. Donc, c'était assez compliqué de comparer les entreprises entre elles et même de comparer les progrès d'une entreprise d'une année sur l'autre. Donc, ce que va permettre la CSRD, c'est justement d'avoir une trame unique, standardisée pour comparer plus facilement les progrès des entreprises sur les sujets de la RSE. Donc, voilà, tout ça pour dire que la RSE s'institutionnalise, se légalise, que ce qui était volontaire avant devient obligatoire. Et donc voilà, il y a un volet de conformité qui est de plus en plus présent et c'est toujours important de l'avoir en tête. Petite ressource d'ailleurs que je souhaitais vous partager, c'est le portail RSE, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est une plateforme qui a été mise en place par Bercy, par le ministère de l'économie et qui en fait vous permet en vraiment quelques clics, c'est assez intuitif, de vérifier les obligations auxquelles votre entreprise est soumise. Et donc ça vous permet de savoir si vous êtes soumise à la CSRD, au devoir de vigilance, à d'autres obligations en matière de RSE. C'est très bien fait. Ça demande uniquement un numéro SIRET ou quelques informations. Voilà, en quelques clics, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de vos obligations. Donc, je vous recommande fortement cet outil. Et voilà, donc, ce qu'il est important de constater désormais après cette petite introduction, c'est évidemment de souligner la pertinence des cadres volontaires et leur intérêt, malgré le renforcement du cadre légal,
pour démontrer vos progrès, pour structurer vos démarches, pour communiquer sur vos progrès, même si la RSE concerne de plus en plus d'entreprises et de plus en plus d'obligations, les cadres légaux les cadres volontaires, excusez-moi, restent très pertinents et vous verrez qu'on en a beaucoup et qu'il y a de réelles synergies qui peuvent être justement menées entre eux. Dans les cadres volontaires, on va retrouver le pacte mondial, on va retrouver les objectifs de développement durable, on va retrouver tout ce qui est normes ISO également. On a parlé de l'ISO 26000. Il y a d'autres normes également certifiantes sur les stratégies de décarbonation, en tout cas liées avec l'énergie, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Donc voilà, ça peut aussi être des cadres sur lesquels structurer vos progrès. Et on va retrouver évidemment le label engagé RSE. Parmi d'autres, il y a d'autres labels, notamment sectoriels aussi, peut-être qu'Olivier, tu en diras deux mots, qui sont aussi très intéressants pour structurer vos progrès et communiquer dessus. Donc voilà, même si le cadre légal se renforce fortement, les cadres volontaires sont et resteront, je pense, très pertinents aujourd'hui et à l'avenir. Donc concernant le pacte mondial de l'ONU, quelques éléments de contexte et historiques. Ça a été lancé en 1999 par Kofi Annan avec la volonté de faire contribuer les entreprises, le secteur privé, aux grands enjeux justement mondiaux en lien avec la mondialisation, les droits de l'homme, vous le verrez, la protection de l'environnement, etc. Et en fait, ça part d'un constat très clair de Kofi Annan qui était que les États, les gouvernements, le secteur public ne pouvaient pas résoudre ces problèmes seuls. C'est un constat qui est aujourd'hui très partagé, mais qui à l'époque était assez novateur. Donc Kofi Annan a eu l'idée assez géniale d'aller directement auprès des entreprises à Davos, au Forum économique mondial, pour présenter ce projet de pacte mondial entre les Nations Unies et le secteur privé et les impliquer, leur proposer de s'impliquer sur la résolution de ces grands défis mondiaux. Le pacte mondial, en fait, demande aux entreprises volontaires, c'est un cadre volontaire, hein, je me répète, de s'engager sur 10 principes, comme le disait tout à l'heure Émilie, et qui vont justement, et Sophie d'ailleurs, et qui vont justement s'aligner sur des grands textes internationaux en lien avec les droits de l'homme, les normes du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Et en fait, l'idée géniale derrière, c'est peut-être un peu complexe à comprendre, mais à la base, ces textes sont contraignants pour les États. Les États s'engagent sur ces textes. C'est le droit international qui justement structure d'ailleurs ces traités. Et donc les États sont soumis à ces grandes obligations, sont soumis au respect des droits de l'homme, à la protection des droits du travail, etc. Sauf qu'il n'existe pas, encore une fois, en matière de droit international, d'obligations associées aux entreprises. Du point de vue du droit international, les entreprises n'ont pas d'obligation à respecter le droit de l'homme, par exemple. C'est les États qui doivent, sur le plan national, faire cascader ces obligations pour les entreprises de leur pays. Donc voilà, l'idée géniale de Kofi Annan, c'est de proposer aux entreprises volontaires de s'y engager volontairement, non pas légalement, mais volontairement, et de contribuer, comme vous le voyez, à promouvoir le respect des droits de l'homme, à respecter la liberté d'association, à contribuer à l'élimination du travail forcé, à contribuer à l'abolition du travail des enfants, à contribuer à l'élimination des discriminations. Sur les sujets environnementaux, à appliquer une approche de précaution sur ces thématiques, à prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité en la matière, à favoriser des technologies plus respectueuses de l'environnement, et enfin, sur le dernier thème des 10 principes, à lutter contre la corruption. Donc, je me répète, mais c'est un engagement volontaire au plus haut niveau. On demande en fait au directeur de l'entreprise ou à la directrice d'ailleurs de s'engager avec une lettre formalisée qui est adressée directement au secrétaire général des Nations Unies. Donc on a les 10 principes d'un côté, on a également les 17 objectifs de développement durable. En fait, depuis 2015, les Nations Unies ont donné un mandat au pacte mondial pour accompagner les entreprises dans la contribution aux objectifs de développement durable. Et donc voilà, c'est vraiment nos deux référentiels, les 10 principes alignés sur des grands traités internationaux et les 17 objectifs de développement durable qui sont très connus, sur lesquels on a également une action et un accompagnement qu'on propose aux entreprises. Aujourd'hui, le pacte mondial, c'est l'une des plus grandes initiatives de RSE de durabilité au monde. En fait, on a plus de 23 000 entreprises qui se sont formellement engagées à respecter les 10 principes. On a également plusieurs milliers d'organisations à but non lucratif, notamment des fédérations, des ONG, des associations. Et donc voilà, c'est assez intéressant de constater que ces entreprises, ces organisations sont présentes dans plus de 160 pays. Donc c'est une initiative vraiment internationale. Et le pacte mondial dispose également de 62 réseaux locaux dans 62 pays qui vont faire le relais de l'initiative au plan national. Donc, par exemple, moi, je travaille pour le réseau français. Vous allez voir qu'on propose un certain nombre de ressources, de contenus pour accompagner les entreprises.
Mais on a également des réseaux en Asie, en Afrique, en Amérique, du Sud et du Nord, en Océanie, en Asie, enfin vraiment dans tous les continents, pour accompagner les entreprises au plus près de leurs opérations, au plus près de leur réalité, et leur donner les ressources nécessaires pour, d'une part, respecter les 10 principes et d'autre part, contribuer aux 17 objectifs de développement durable. Au niveau français, on propose, comme je le disais à l'instant, plusieurs ressources, plusieurs services pour accompagner les entreprises à structurer leur progrès alignés sur les 10 principes et les 17 objectifs de développement durable. On propose des événements assez régulièrement à Paris, mais également en région. On en parlera juste après. On propose des groupes de travail pour partager des expertises, pour inviter des experts, pour inviter des chercheurs à discuter sur des thématiques assez pointues et assez nouvelles. On propose également une dynamique territoriale. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de choses sont faites à Paris, parfois un peu moins en région. Donc, on essaie vraiment de proposer des événements partout en France avec des cercles territoriaux et avec des rendez-vous en région qui permettent d'aller proposer justement des événements, des contenus, des ressources, une expertise dans quasiment toutes les villes de France, en tout cas dans les grandes villes de France, dans les grandes métropoles, de façon très fréquente. On propose des accélérateurs qui sont des programmes de plusieurs mois, comme en parlait Émilie, et qui vont proposer aux participants d'être formés sur des sujets avec des objectifs spécifiques. On a des accélérateurs sur la contribution aux ODD, le SDG Ambitions, comme tu le disais, Émilie. On a des accélérateurs sur SBTI, Science Based Targets, sur la décarbonation. On a des accélérateurs sur l'égalité entre les genres, on a un accélérateur sur le respect des droits de l'homme et on a un accélérateur destiné aux PME qui va en fait balayer assez large et proposer une vue d'ensemble des sujets de la RSE avec quelques outils et bonnes pratiques qui seront également proposés. On a une académie qui est un site internet ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises membres et qui permet à chaque salarié d'être formé sur les sujets de la RSE. En fait, ce sont des petites vidéos e-learnings qui vont leur proposer justement d'être formés sur l'égalité entre les genres, sur le respect des droits de l'homme, sur les pollutions plastiques, sur le respect de la biodiversité, sur vraiment plein de sujets, avec des niveaux de maturité différents, voire des contenus plutôt débutants et des vidéos plus expertes. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on peut balayer assez large, du salarié qui vient de débuter et qui ne connaît vraiment pas grand-chose à ces sujets, à la direction RSE. On a un panel assez large de vidéos proposées. Et enfin, on a des coalitions qui sont des programmes internationaux qui sont le plus souvent coportés avec d'autres organisations et qui vont proposer principalement à des grandes entreprises de se positionner et de s'engager sur des sujets aussi assez novateurs le plus souvent. On a des coalitions sur la finance durable, par exemple. On a également la coalition que vous connaissez certainement, Science Based Targets Initiative, qui est coportée par le Pacte mondial, par WWF, par CDP et par le World Resources Institute, donc qui permet aux entreprises d'avoir des lignes directrices sur la fixation d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et c'est une initiative qui plaît beaucoup et qui fédère beaucoup d'entreprises dans le monde. Voilà, on a d'autres coalitions également. C'est plutôt orienté grande entreprise. Voilà, une fois que vous avez une vision un peu plus globale de ce qui est proposé par le Pacte mondial et par le Pacte mondial Réseau France, il est aussi très intéressant de se poser la question des synergies avec d'autres initiatives volontaires que sont les labels, les certifications, les évaluations RSE. On a beaucoup de membres qui sont évidemment membres du Pacte mondial, mais qui sont également labellisés engagés RSE, qui sont évalués par CDP, qui sont engagés dans Science Based Targets Initiative. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les synergies qui existent dans entre ces différents cadres volontaires. Donc là, on parlera évidemment de l'AFNOR certification et du label engagé RSE plus précisément. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau du pacte mondial, c'est d'ailleurs la petite dernière précision que je vais apporter là-dessus, c'est que chaque année, les membres qui sont engagés au sein du pacte mondial doivent publier ce qu'on appelle une communication sur le progrès qui permet aux membres de communiquer sur leurs performances, d'identifier également leurs axes d'amélioration, de se comparer entre entreprises et ça prend la forme en fait d'un questionnaire d'environ 50 questions qui vont couvrir plusieurs thématiques qui sont les thématiques des 10 principes. Donc on a des questions sur la gouvernance, des questions sur les droits de l'homme, des questions sur les droits du travail, des questions sur la protection de l'environnement et enfin des questions sur la lutte contre la corruption. Et l'idée, c'est d'avoir un état des lieux à un moment T de la performance de l'entreprise sur ces différents sujets. Vous avez un exemple de question qui s'affiche à droite. Par exemple, il est demandé dans la partie sur la gouvernance si le conseil d'administration ou l'organe de gouvernance la plus élevée de l'entreprise ou le dirigeant directement de l'entreprise publie une déclaration annuelle sur la pertinence du développement durable pour l'entreprise, publie une déclaration sur les impacts sur les personnes et l'environnement, etc. Donc voilà, ça permet à l'entreprise de faire un état des lieux en fait,
à un moment T de la performance de sa structure sur les différents volets de la RSE. Donc vous avez quelques questions qui s'affichent pour vous montrer des exemples et illustrer mon propos. Par exemple, là, il est demandé à l'entreprise si elle déclare publiquement concernant les différents sujets du développement durable. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez cocher. Et ce qu'il est important de noter, c'est que toutes ces données sont ensuite publiques, accessibles à vos parties prenantes sur le site du Pacte mondial des Nations Unies. Et vous pouvez également, et ça c'est assez intéressant, aller voir ce que font vos pairs, aller voir ce que font d'autres entreprises de votre secteur à l'étranger. Et donc vous comparez, vous positionnez, voir où vous en êtes, voir que finalement vous êtes plutôt bon par rapport à la moyenne du secteur ou plutôt en retard. Et donc voilà, ça peut être aussi très intéressant de faire des benchmarks sectoriels sur vos niveaux de performance. Il y a évidemment des dashboards qui existent. Et ce qui est particulièrement intéressant vis-à-vis de ce dispositif de la COP, et c'est d'ailleurs un travail qu'on avait fait avec l'AFNOR en début d'année, qu'on avait présenté en début d'année, c'est de constater des liens méthodologiques très forts entre la COP et entre le plan d'action du label engagé RSE. En fait, au niveau de la COP du Pacte mondial, on va vous demander, on va vous proposer d'analyser vos axes de progrès, ensuite de vous outiller avec les différents services qu'on propose, qui ont été présentés juste avant, de mettre en œuvre évidemment en entreprise, et ensuite de communiquer, notamment via le dispositif de la COP, sur vos progrès. Donc voilà, c'est un cercle vertueux, c'est un cycle d'amélioration continue, en fait, on pourrait dire, et c'est des étapes qu'on va retrouver de façon assez claire également, et un parallèle assez intéressant qu'on peut faire avec le label engagé RSE, qui va vous demander, et Olivier, tu pourras compléter, de planifier, de déployer ensuite, de mesurer et d'améliorer, toujours dans cette logique d'amélioration continue. Et donc, on constate bien qu'au niveau de la méthodologie et de la demande ou de la proposition qui est faite sur l'amélioration continue, on a des méthodologies et des visions très proches entre le pacte mondial et le label engagé RSE. On avait fait un travail très intéressant et très complet sur justement la COP et le référentiel du label engagé RSE pour vous illustrer plus concrètement ce que je viens de dire sur les liens thématiques notamment. En fait, on avait repris l'ensemble des critères d'évaluation du label engagé RSE et l'ensemble des questions de la COP et on les avait fait justement matcher, s'articuler entre elles et ça donne une vision très complète des synergies qu'il est possible de constater et ensuite de mettre en œuvre dans les entreprises à la fois membres du Pacte mondial et labellisées engagées RSE. Et il y a quelque chose que je trouve très pertinent, c'est qu'on est en fait tout à fait complémentaires. Si vous souhaitez formaliser votre engagement au plus haut niveau de l'entreprise et avoir des ressources qui vous permettent de progresser, le Pacte mondial, c'est un dispositif et une ressource et un cadre très pertinent. Si vous souhaitez justement faire un effort supplémentaire ou complémentaire et avoir l'avis d'un organisme indépendant extérieur, le label engagé RSE peut être aussi très intéressant. Et en fait, ce que vous constatez après, c'est que le plan de progrès qui vous sera proposé par le labellisé, par l'auditeur, excusez-moi, du label engagé RSE, qui va se référer aux critères d'évaluation du label, va pouvoir faire justement, on va pouvoir faire justement le lien avec les critères de la COP. Et donc, vous allez avoir un cadre de lecture pas forcément uniforme, mais en tout cas simplifié, plus clair pour vous. Et c'est vraiment ce qu'on avait souhaité faire avec le travail qu'on avait mené avec le label engagé RSE et l'AFNOR, c'est vous démontrer qu'au final, on parle beaucoup de cadres d'engagement, beaucoup de reporting, etc. Mais qu'au final, et généralement c'est assez vrai, la structure qu'il y a derrière est assez proche d'un cadre à l'autre. En fait, vous verrez, et je vous mettrai le lien de la publication juste après, mais il y a vraiment des réelles synergies qui existent, des réels parallèles qui existent entre les questions de la COP et donc le référentiel du Pacte mondial et le référentiel du label engagé RSE. Et ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on parle le même langage, qu'on parle le même vocabulaire et qu'on a aussi un langage commun pour vous aider à progresser derrière. Et donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus à la fois sur les complémentarités méthodologiques et thématiques de nos deux initiatives, on vous met à disposition cette publication qu'on avait présentée dans le cadre d'un partenariat qu'on a signé avec l'AFNOR Certification pour une durée de 3 ans en janvier 2024, en début d'année. Donc voilà, on avait présenté cette publication qui va un peu plus dans le détail de ce que j'ai présenté aujourd'hui et vous propose également l'ensemble du tableau avec le parallèle référentiel du label engagé RSE et référentiel de la communication sur le progrès. C'est un document assez complet que je vous recommande vivement de consulter. Donc voilà pour cette présentation. Je serais également ravi de répondre à vos questions si vous en avez ou demandes de précision.
Merci Émile et merci Olivier pour la démonstration en direct de la couverture. Ah ouais, le petit fascicule, en effet, non, non, mais il est tout à fait bien fait. Et on est fiers de ce petit document assez synthétique, hein, finalement, Émile, une 30aine de pages, qui vraiment permet de démontrer que l'entreprise, l'organisation, elle met en place des pratiques, elle a un certain nombre de documents à sa disposition, et bien fort heureusement, ces mêmes dispositions répondent à la fois à la COP, à la fois au label, et puis rentrent effectivement dans différentes initiatives. Donc c'est voilà, pas de millefeuille chez nous. Les mêmes dispositions peuvent répondre à plusieurs initiatives. Bon, bah sans transition alors. Bah voilà. Euh, alors, bah, oui, du coup, donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail le label et puis bah, les liens aussi qu'il peut y avoir. Alors, cette fois avec peut-être la CSRD, puisqu'on parlait aussi de cet élément-là, l'ISO 26000 également. Mais voilà, alors il va falloir que j'accélère parce que je crois qu'on est, on est Jusqu'à midi. ouais, on est On a dans pas le autant de timing, questions. cher Émilie? Ouais, bon, et ben voilà. Bon, ça, voilà, classique, évidemment, AFNOR certification, groupe AFNOR est présent dans pas mal de pays dans le monde. Tu peux passer, hein, mais je reviendrai sur notamment l'initiative Responsibility Europe. Mais voilà, d'abord le label. Euh, alors, à la fin de la présentation, vous verrez, on fera une petite distinction pour ne pas confondre ce qui relève justement de la certification, ce qui relève de la labellisation et ce qui relève de la vérification, notamment pour ce qui est des rapports de durabilité ou des rapports extra-financiers. Mais voilà, pour vous établir un petit peu la philosophie du label engagé RSE, qui s'inscrit en fait donc dans une dynamique d'amélioration continue, qui va avoir pour résultat finalement un niveau de maturité dans l'intégration des recommandations de la 26000. Et surtout, en fait, elle se base, et c'est le premier carré qu'il y a là, le label, il se base vraiment sur une évaluation de votre capacité à vous, de la capacité de l'organisation à identifier ses enjeux, à identifier ses parties prenantes, les impacts de ses activités sur ses parties prenantes, sur l'environnement, la société, et de mettre en face de cela eh bien, les engagements qui vont bien, les plans d'action qui vont bien, les bonnes pratiques qui vont bien, et in fine également les indicateurs de performance qui vont bien. Voilà, comme vous l'aviez précisé, Sophie et Émilie, très important d'avoir en effet ces indicateurs de performance. Et du coup, alors, c'est important parce que tout à l'heure, mesdames, vous avez présenté aussi, Émilie, tu as présenté ton analyse de matérialité, de double matérialité. Bah, évidemment, là encore, c'est un exercice qui est très utile dans le cadre du label parce que c'est ça finalement qui permet à l'organisation de bien identifier, de prioriser ses actions, de prioriser ses impacts, ses enjeux les plus significatifs, et du coup de mettre en face, encore une fois, des engagements, des actions, etc. Alors voilà en quelques lignes la structuration du label. 8 chapitres qui composent ce label, qui se décomposent, on va dire, en une cinquantaine de critères. Donc, 5 grands chapitres de pratiques managériales et opérationnelles, hein, qui portent sur les pratiques managériales et opérationnelles, toutes les dispositions qui sont mises en place dans l'organisation, dans l'entreprise pour déployer ces pratiques. Gouvernance, déploiement, alors c'est un peu le système de management de la démarche, et puis évidemment les grands thèmes qu'on retrouve dans l'ISO 26000 ou qu'on croise évidemment avec des initiatives comme le Pacte mondial. Donc tout ce qui est droits de l'homme, ressources humaines, relations et conditions de travail, tout ce qui est mode de production et de consommation durable, dans lequel on va retrouver forcément les aspects environnementaux, tout ce qui est énergie, gaz à effet de serre, biodiversité, mais également les process de réalisation dans l'entreprise, à la fois également tout ce qui est achat responsable, tout ce qui est dynamique d'innovation, d'éco, socio-conception des produits, et puis aussi une partie sur la relation client. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi que, au-delà des synergies qu'on a évidemment entre Pacte mondial, ISO 26000, etc., figurez-vous qu'on est très attentif aussi à ce que vous faites, mesdames, parce que, par exemple, dans le chapitre 4 du label, il y a un petit critère qui s'appelle le marketing, porte sur le marketing responsable.
Et forcément, l'Union des marques, la RPP, vous avez quand même des documents, des bonnes pratiques que vous partagez justement sur comment, quelle est la bonne allégation finalement qu'on porte sur un produit ou sur un site internet, qu'elle ne soit pas survendeuse, qu'elle ne soit pas trompeuse vis-à-vis du consommateur, etc. Et forcément, on est aussi sur ces sujets-là et vous faites partie des références évidemment, auprès desquelles nous confrontons les entreprises et les organisations que nous évaluons. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Cinquième chapitre, évidemment, sur l'ancrage territorial, pardon. Hop. Et puis, vous l'avez cité également, 3 chapitres liés aux indicateurs. C'est dire aussi, Sophie, tu l'as dit, hein, ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ou en tout cas ne s'améliore pas. Et donc, très, très important, en effet, de pouvoir mesurer la performance globale de l'entreprise. On peut passer, en effet, à la suite. Alors, petit point également, on l'a vu aussi au travers de ce que nous a présenté Émile dans la présentation précédente, mais le mode de scoring, la méthode de cotation est importante puisqu'elle est aussi basée sur cette dynamique d'amélioration continue. Et en fait, on va regarder pour chacun des critères, si justement, alors Plan, Do, Check, Act, ça doit parler à un certain nombre d'entre vous sur justement ce qu'est cette dynamique d'amélioration continue. On va regarder justement dans la partie plan si les pratiques, les dispositions que vous prenez couvrent le champ du sous-critère, si justement ces pratiques sont bien cohérentes par rapport aux enjeux clés sur le thème considéré pour votre entreprise, pour le secteur d'activité dans lequel vous opérez. Puis on va regarder le do, la partie déploiement. Est-ce que ces pratiques sont déployées partout là où c'est possible et de manière systématique? On va regarder dans le check si ces pratiques font l'objet de mesures, d'analyse. Est-ce qu'il y a de la mesure de performance, d'efficacité? Et puis enfin, sur le act, on va regarder si forcément dans le temps, ces dispositions, ces pratiques évoluent, tiennent compte justement de l'analyse des indicateurs, de l'analyse justement peut-être des défauts, des défaillances, et qui permettent justement d'améliorer sans cesse ces pratiques. Et un point également très important dans le act, qui est le benchmark. On insiste beaucoup là-dessus sur le côté ouverture sur l'extérieur de l'entreprise, de l'organisation et sa capacité justement à aller partager des bonnes pratiques à l'extérieur, à aller les chercher et donc, par exemple, à participer très concrètement à des groupes de travail dans des organisations professionnelles, dans des clubs d'entreprise. Et évidemment, voilà, par exemple, tous autour de la table, vous êtes membre de la RPP, vous êtes membre également de l'Union des marques. Voilà 2 instances qui permettent aussi de partager les bonnes pratiques, comme chacun, vous avez aussi vos organisations professionnelles, vos fédérations et plein d'autres clubs. C'est extrêmement important, cette dimension benchmark et comparaison, à la fois au travers du label, mais je pense aussi dans n'importe quelle démarche RSE, parce que ça permet d'aller puiser en effet des pratiques et de voir où est-ce qu'on en est aussi. On peut passer alors, la communauté des engagés, des engagés RSE, donc pas loin de 700 entreprises aujourd'hui labellisées engagées RSE. Je me rends compte que je suis face aux spécialistes des marques et j'ai oublié j'ai oublié de parler finalement de la marque qui justement accompagne ce label. Et en fait, il y en a plusieurs puisque le label en fait donne in fine un score sur 1000 points. Et donc, il y a 4 niveaux. Il se traduit par 4 niveaux de maturité, donc par 4 marques différentes. Il décline en fait du petit logo que vous avez là, engagé RSE, basé sur l'ISO 26000. Donc, il y a, quand on a de 0 à 300 points sur 1000, on est au niveau initial. Alors là, d'une certaine manière, l'entreprise, l'organisation ne peut pas communiquer justement avec la marque. Par contre, quand on a de 300 à 500 points, là, l'entreprise ou l'organisation atteint le niveau progression. Et donc là, il y a une communication possible, c'est le label avec 1 étoile. Ensuite, 3e niveau, 2 étoiles. 3e niveau qui s'appelle le niveau confirmé, qui a un logo également. Il me semble que, Émilie, tu as présenté cela tout à l'heure sur l'une de tes slides, qui était en effet le niveau atteint par la RPP. Donc, niveau confirmé. Comment? Et l'Union des marques aussi? Ah bah oui, l'Union des marques. Nous sommes tous les peut-être deux, aussi. nos 2 structures sont labellisées au niveau confirmé. Eh bien, bravo, On parce est bien qu'alors, contentes. en effet, j'ai pas parlé non plus dans la logique de scoring
qui est quand même un petit peu sévère, hein, et vous avez dû le remarquer, c'est sûr que le label est exigeant, il est engageant, il y a une forme un petit peu de démérite dans le scoring sur le PDCA dont je vous passerai les détails, et si vous en voulez plus, je vous les expliquerai volontiers dans une autre instance, mais voilà. Donc c'est pas facile, hein, en effet, d'obtenir justement ces niveaux confirmés. Et alors le dernier niveau 3 étoiles exemplaire, quand on dépasse les 700 points, et là il y en a évidemment pas beaucoup, puisque vous voyez, il y a eh bien, alors une grande partie des entreprises, vous le voyez sur la droite, qui est confirmée, il y a une petite partie qui est exemplaire, et alors 30% qui sont en progression, donc qui ont une étoile. Voilà. Puis bon, on n'a pas comptabilisé là-dedans celles qui n'ont pas encore d'étoile, puisqu'elles ne communiquent pas, évidemment, mais il y en a aussi quelques-uns, évidemment. Passons cet élément-là. Et alors, très important également aussi depuis un an, puisque même si on est leader, hein, sur cette partie labellisation, mais 700 entreprises labellisées, ça reste évidemment, en France, ça reste modeste par rapport aux milliers, voire aux millions d'entreprises qui existent. Et donc, on a, avec d'autres partenaires labellisateurs, créé cette initiative commune qui s'appelle Responsibility Europe, qui regroupe alors des labellisateurs à la fois au niveau européen, mais pas que, hein. Il y a des Suisses, des Luxembourgeois, il y a aussi un label marocain, il y a un label tunisien, il y a un label canadien. Alors ça existe depuis pas très longtemps, mais l'idée c'est vraiment aussi de partager avec ces acteurs-là, eh bien, une approche crédible de ce qu'est une démarche RSE, de ce qu'est aussi une démarche de labellisation qui passe par, très important également pour nous, qui passe par un audit, une évaluation sur site, par la rencontre des équipes, des parties prenantes internes et externes, et voilà, et qui fait effectivement un réseau de labellisés, du coup, qui là, pour le coup, dépasse largement le millier d'entreprises. Je crois qu'on doit en être à pas loin de 2000 entreprises labellisées dans ce réseau Responsibility Europe, qui partage évidemment à la fois des mécanismes de labellisation basés sur l'ISO 26000 ou sur des initiatives internationales, comme aussi le Pacte mondial par exemple, ou comme d'autres, comme les ODD, et puis encore une fois avec des méthodes d'investigation assez crédible et robuste, et puis surtout une évaluation sur site qui est vraiment la marque de fabrique de ce réseau Responsibility. Passons, oh là là, je vois que l'heure tourne. Alors, tourne un petit point sur alors les bénéfices. Il y a énormément de bénéfices évidemment sur la labellisation. Alors au-delà du premier point qui ressort, hein, qui est évidemment l'image, la crédibilité vis-à-vis des partenaires, des parties prenantes, des donneurs d'ordre, des fournisseurs, ce qui revient quand même en deuxième et qui est hyper important, et on insiste beaucoup là-dessus aussi, c'est la dynamique que ça crée en interne. Et ça, c'est aussi créé finalement par cet exercice qui est l'évaluation sur site, parce qu'on va rencontrer les équipes, parce qu'on est là aussi pour leur permettre de valoriser leurs pratiques et leur métier. Et voilà, et on est surtout pas que comment dire, une approche en ligne. Au contraire, l'idée, c'est vraiment d'aller questionner tout le monde. Et du coup, voilà, ça participe aussi de cette dynamique. Je crois que vous le citiez tout à l'heure, mesdames. C'est vraiment l'idée de finalement challenger l'entreprise. Alors, il y a un rapport qui est en effet sur lequel on met un soin tout particulier. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Il y a des propositions de pistes d'amélioration et puis bon, évidemment, plein d'autres bénéfices. Et je n'entrerai pas forcément dans les détails. Voilà. Petit point important alors sur la CSRD, parce que là aussi, on s'aperçoit qu'en fait, les entreprises labellisées, eh bien, ont aussi plus de facilité forcément à produire un rapport de durabilité, parce que là encore, il y a des synergies. Alors, petit point aussi, évidemment, mais comme on a affaire qu'à des connaisseurs, eh bien, je vais aller vite là-dessus, mais quand même, un petit point sur ce qu'est la CSRD et d'où ça vient et quel est son objectif. Vous l'avez d'ailleurs, mesdames, et puis Émile, toi aussi, tu as rappelé quels étaient ces grands éléments de contexte. Mais voilà, depuis donc plusieurs décennies, les entreprises, les organisations produisent des rapports, en effet, d'informations extra-financières. Bon voilà, que notamment les investisseurs, qui sont beaucoup à la manœuvre quand même derrière cette directive européenne de CSRD,
Les investisseurs trouvaient finalement qu'il n'y avait pas assez de transparence, que le format était trop disparate, que les informations publiées n'étaient pas suffisamment comparables. Et que le niveau d'exigence de publication était trop faible, parce qu'il y avait juste des thématiques finalement, hein, dans la DPEF par exemple, juste des thématiques, et puis ce qu'on pouvait publier était finalement assez libre au fond et déterminé par l'entreprise elle-même. Alors aujourd'hui, évidemment, la CSRD eh bien, renforce finalement tous ces éléments-là ou pallie en fait peut-être à ces défauts du passé pour d'abord, alors au travers des objectifs, hein, renforcer la transparence des entreprises, ça c'est clair, standardiser les rapports, puisque évidemment la Commission européenne en fait souhaite que demain, les informations extra-financières aient le même degré alors de standardisation, de comparaison, de comparabilité, de fiabilité et de sincérité et de précision également que les informations financières. C'est dire si effectivement, voilà, l'ambition, alors on n'est peut-être pas tout à fait là, mais voilà, et donc forcément, il y a de plus en plus les seuils descendants au fur et à mesure, de plus en plus d'entreprises qui vont être touchées par cela, et en plus, en cascade, comme la directive CSRD demande à ce que les entreprises fassent un reporting sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, et bien forcément, même les PME qui ne sont pas assujetties vont être assez vite rattrapés par la patrouille parce que bien leurs donneurs d'ordre vont exiger un certain nombre de choses. Bref, voilà, donc je ne rentre pas dans les détails évidemment, mais on a évidemment beaucoup de détails. Je vous invite à lire les fameuses ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, n'est-ce pas? 280 pages magnifiques d'explications en large, en long et en travers de ce qu'il faut publier, même si, et on va le revoir tout à l'heure, même si il faut vraiment insister là-dessus, il y a la logique d'entonnoir qui est à opérer par l'analyse de matérialité et de double matérialité qu'on retrouve, et évidemment, dans le label, dans l'ISO 26000, qui depuis déjà 10 ans, plus de 10 ans, presque 15 d'ailleurs, évoquait ce fait qu'on ne peut pas forcément d'un seul coup traiter tous les sujets, tous les sujets n'ont pas la même importance, la même matérialité, et que forcément, l'entreprise, l'organisation, elle est attendue d'abord et avant tout sur ces enjeux clés, et c'est donc évidemment cette approche qu'on retrouve à la fois dans le label et dans la CSRD. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on a fait un petit livre blanc qui est téléchargeable sur notre site internet qui fait une comparaison justement de la CSRD, des ESRS avec les critères du label. Un peu à l'image d'ailleurs, et je ne boude pas le plaisir de le remontrer, un peu à l'image de la comparaison aussi qu'on a fait entre la COP du pacte mondial et le label. Voilà, dans cette même logique d'essayer vraiment de démontrer les synergies qu'il y a et que, encore une fois, lorsqu'on met en place une disposition opérationnelle dans l'entreprise, elle répond à un certain nombre d'exigences, de reporting, de labellisation, d'initiatives volontaires, etc., etc. Passons cela. Voilà, alors, par exemple, pour illustrer les synergies justement, ou en tout cas les liens qu'il peut y avoir entre la CSRD et le label. Donc on voit là à droite les 8 chapitres du label, et on voit à gauche en fait les 3 ou 4 champs obligatoires sur lesquels doit porter le reporting selon la CSRD: gouvernance et stratégie, gestion des impacts, des risques et des opportunités, qui se traduit en politique, en plan d'action, et puis derrière les métriques, les indicateurs qui doivent être assujettis ou assortis d'objectifs, de plans de transition, de trajectoires, etc., etc. Et de tout cela, on va retrouver ça forcément dans les grands chapitres du label, avec évidemment une partie gouvernance, on voit le lien direct, et dans cette partie gouvernance, vous voyez, forcément, alors on retrouve dans la partie CSRD et au titre de l'ESRS numéro 2, l'obligation, par exemple, d'expliquer comment l'entreprise a fait son analyse de double matérialité, sur quoi elle s'est basée, quelles sont ses sources, etc. On va retrouver cet élément-là également dans le label, puisque les 3 premiers critères portent sur la raison d'être, les valeurs, la vision, sur la cartographie, ou en tout cas le dialogue avec les parties prenantes, l'identification des parties prenantes, et puis le 3e chapitre, directement lié à la matérialité, puisque c'est tout ce qui concerne la priorisation des enjeux. Voilà, donc il y a effectivement
pas mal de synergie en effet avec ces éléments-là. Alors je crois qu'il y a derrière aussi des passerelles thématiques, puisqu'on va retrouver finalement des liens entre, là encore, les 8 grands thèmes, les 8 grands chapitres du label et l'ensemble des ESRS qui composent justement les normes de reporting extra-financier. Et où effectivement, bah voilà, par exemple, sur la gouvernance, on va retrouver à la fois tout ce qui est ESRS numéro 2, je viens d'en parler. Également, dans le label, on a un point particulier dans la gouvernance sur justement toute la partie loyauté des pratiques, qu'on retrouve dans l'ISO 26000 également, et qu'on va retrouver par exemple dans la norme ESRS G1 sur la conduite des affaires. Voilà, et avec pas mal de choses. Et puis bah, forcément, on insistait beaucoup là-dessus, et Sophie insistait sur la partie indicateurs. Bah, là encore, évidemment, tous les indicateurs qui peuvent être mis en œuvre pour piloter la performance et valoriser au travers du label, eh bien, vont servir aussi en tant que métrique à publier des informations au titre eh bien, de la CSRD. Voilà. On retrouve aussi, juste voilà, en un mot, hein, mais on retrouve aussi à la fois sur ces champs de publication de la CSRD qu'on a là à droite de ce petit schéma, eh bien, une synergie avec la logique de scoring que j'ai expliqué tout à l'heure, avec bah, justement hein, cet aspect de dynamique d'amélioration continue sur le champ, sur le déploiement, sur la mesure de la performance, et puis sur l'amélioration, eh bien, on retrouve évidemment cette synergie-là avec tous ces champs sur lesquels eh bien, la CSRD nous oblige à faire notre reporting. Voilà. Et alors, la 26 000 aussi, hein, mais on va juste aller sur un petit... bon, alors, sans rentrer trop dans les détails de ce qu'est l'ISO 26 000, l'ISO 26 000, évidemment, donc, qui date de 2010, qui a été publié en 2010 après des années de travail où plus de 90 pays dans le monde se sont mis autour de la table pour donner ces recommandations. Ce n'est pas une norme certifiable. On va le voir justement à la fin en conclusion. C'est vraiment une norme de recommandation qui finalement invite l'entreprise eh bien, à mettre en place tout un tas de bonnes pratiques qui permet justement de démontrer sa contribution au développement durable et notamment eh bien, aux objectifs de développement durable. Et encore une fois, eh bien, la synergie est démontrée aussi avec le pacte mondial, avec les objectifs de développement durable de l'ONU, etc., etc. Donc, alors, bon, voilà, ça, hein, tu peux passer, Émilie. Mais un petit exemple là encore hein, de la 26 000 qui est aussi en lien avec les ESRS, puisque bah, par exemple, sur la thématique, sur la question centrale qui est dans le chapitre 6 de l'ISO 26 000, on a 7 questions centrales qui composent l'ISO 26 000. Et bah, par exemple, sur la question centrale environnement, on retrouve 4 domaines d'action: prévention de la pollution, utilisation durable des ressources, atténuation des changements climatiques. Et très concrètement, eh bien, il y a un lien direct évidemment avec les ESRS, et notamment dans le sens où eh bien, l'ISO 26 000 est toujours structuré en, comment dire, bah, dans chaque domaine d'action, on va retrouver une description, on va retrouver des actions et des attentes associées assez opérationnelles et qui permettent là encore eh bien, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et de pouvoir derrière eh bien, publier des informations, notamment pour tout ce qui va être du narratif, c'est-à-dire qui explique finalement quelles sont les politiques, quelles sont les actions qui sont menées dans l'entreprise et qui du coup sont valorisées in fine par des indicateurs de performance. Voilà, donc bah, encore une fois, tout cela démontre eh bien, la synergie et le fait que, encore une fois, pas de millefeuille, que lorsque des dispositions sont mises en œuvre dans le cadre d'une démarche RSE, eh bien, ça répond à pas mal d'initiatives volontaires et également à des obligations réglementaires, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et puis bah, forcément dans tout ça, pour éviter le greenwashing, ou en tout cas pour s'assurer finalement de la, comment dire, de la crédibilité de la démarche qui peut être attestée par un tiers indépendant, eh bien, que ce soit une COP dans le cadre du pacte mondial, que ce soit un label, que ce soit une vérification CSRD, eh bien, voilà, ce n'est pas tout à fait les mêmes approches forcément. Et donc, juste pour bien faire la différence, parce que chaque exercice finalement a ses caractéristiques, sa valeur ajoutée. La vérification, par exemple, dans le cadre de la CSRD, la vérification, on va vraiment vérifier sur la base de ce qui est publié, eh bien, la sincérité
l'exactitude, l'exhaustivité des informations qui sont publiées. Est-ce que ce qui est écrit dans un rapport de durabilité est vrai, et sincère et exhaustif? Ensuite, une certification. C'est un exercice aussi différent dans lequel il y a un auditeur qui va aller chercher la conformité ou la non-conformité à des exigences d'un référentiel. Et enfin, la labellisation, eh bien, on est plus sur une évaluation de maturité avec une posture évidemment beaucoup plus d'ouverture dans lequel l'idée c'est vraiment d'aller chercher l'information, d'aller valoriser toutes les bonnes pratiques et de faire en sorte qu'effectivement eh bien, ces bonnes pratiques répondent aux attendus des critères du label et puissent justement rapporter le plus de points possible entre guillemets, toujours dans cette logique, et c'est ce que j'évoquais au départ, dans cette logique de se dire en fait, ce qui est important, c'est que même si le référentiel il est générique, et bien que l'entreprise s'attache à ses enjeux clés, qu'elle détermine ses enjeux clés, qu'elle fasse son analyse de matérialité et que derrière, eh bien, il y ait une cohérence entre les engagements qui sont pris, entre les plans d'action qui sont menés, les projets qui sont menés, les orientations, la transformation finalement de l'entreprise qui est à l'œuvre. Et puis évidemment, tout ça piloté par des indicateurs de performance qui eux aussi relatent de la manière dont l'entreprise, l'organisation, eh bien, tient compte de ces enjeux clés et in fine, l'engage finalement petit à petit dans cette transformation qui est nécessaire eh bien, pour répondre à tous ces défis mondiaux. Voilà, en quelques Merci mots. Olivier. Bravo, bravo d'avoir rattrapé notre retard. Tu as le droit à un grand verre d'eau maintenant. Merci beaucoup, ouais, merci. Je vais boire un coup en effet. J'espère qu'il reste peut-être quelques minutes pour des questions. Alors, déjà, merci à tous et tous d'avoir été aussi attentifs et pour les intervenants aussi également. Donc effectivement, normalement, on est censé avoir un petit temps d'échange. Je sais qu'on a dépassé un peu l'heure et en plus, c'est l'heure du déjeuner, donc c'est le moment où c'est pas sympa de faire perdurer l'affaire. Mais si vous avez des questions, on est disponible pour ceux qui ont le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou mettre vos caméras. Très bien, vous me dites. Merci Nathalie. Ah voilà, je pense que j'espère qu'en fait que très bien Laure, merci beaucoup. J'espère que voilà, ça aurait été très clair pour chacun et chacune d'entre vous. L'idée, c'était vraiment de vous donner voilà, ces outils en main, de vous montrer qu'on n'est pas des concurrents, mais des organisations amies, comme l'ont aussi prouvé, l'a prouvé ce partenariat entre la FNOR Certification et le Pacte mondial. La RSE, comme vous le savez tous et toutes, c'est un sujet compliqué. On a besoin aussi d'appuis solides pour pouvoir faire progresser la démarche ensemble. Voilà, donc je pense qu'Émile et Olivier se rendront totalement disponibles aussi pour aborder d'autres questions aussi très pratiques de coût, aussi de rejoindre les deux démarches, parce que c'est des choses qu'on n'a pas aussi, dont on n'a pas parlé ici, mais qui sont des questions aussi importantes pour les structures et justement qui vont pouvoir vous surprendre parce que c'est pas si cher que ça. Et c'est des notions qui sont aussi importantes par rapport à la qualité de ce qui vous est donné derrière comme ressources. Voilà, donc n'hésitez pas à les questionner sur ça. On va vous envoyer tous les documents. Merci encore pour votre présence. Désolée un peu pour le retard. Et puis, si vous avez des questions, vous avez nos mails. Voilà. Donc, merci pour les compliments. Ça fait plaisir. Voilà. On vous souhaite une excellente journée. Un grand Voilà. merci. Et merci à vous. Et voilà, bonne chance, bon courage pour votre rapport de durabilité si vous êtes concerné. Et si vous n'êtes pas concerné, tant mieux pour vous. Vous serez forcément concerné d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, en tout cas, merci. Ça prouve l'intérêt de ces sujets et ça donne espoir sur cette démarche collective. Voilà. Merci Olivier, Sophie, Émile. On se reparle très vite. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne Merci journée, beaucoup. merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne Au revoir. journée, au revoir à toutes et tous.